Voilà. Oui, effectivement. J'avoue que j'ai découvert le roman de Thackeray assez tardivement, hein. J'avais vu le film de Kubrick comme tout le monde, c'est un film magnifique. Et depuis que j'ai découvert le roman, j'avoue que le film a légèrement reculé dans mon esprit, très légèrement. Ça reste un film excellent, mais peu importe. Mais dès que j'ai connu le roman, ça m'a paru être l'espèce de, comment dirais-je, de patronage que je pouvais demander, de me mettre à l'abri, si je puis dire, sous l'aile protectrice de Thackeray et de Barry Lyndon, parce que c'était exactement le type de personnage et le type de roman qui m'intéressait pour la matière que j'avais à traiter, c'est-à-dire un roman picaresque. Et un roman picaresque qui est un peu en dehors de son époque, si je puis dire, puisque Thackeray est écrit au XIXe siècle, selon un modèle de roman qui date du XVIIIe siècle. Donc, il y a déjà une distanciation de fait à propos de son personnage et de sa matière. Et ça m'intéressait aussi. Et l'ironie du roman, le côté picaresque avec ses multiples personnages, ses rebondissements, ses aventures à travers ce qui était le monde de l'époque, c'est-à-dire le monde européen, puisque le roman se passe au XVIIIe siècle. Tout ça me paraissait convenir et j'ai donc adopté la trame très lâche, je veux dire parce que je n'en ai gardé que les étapes essentielles du roman de Barry Lyndon. C'est aussi quelque chose qui est lié à ma conception de la littérature. C'est-à-dire que pour moi, faire de la littérature, c'est entrer en communication, c'est se connecter, si je puis dire, avec tous ceux qui nous ont précédés, tous les grands illustres. Et je me dis que quand on écrit un roman, surtout à ma hauteur, si je puis dire, pour 90 ou 95%, je me sers de ce que mes prédécesseurs avaient déjà découvert. Et si je trouve 1 ou 2% qui sont vraiment de moi, c'est tout à fait magnifique. Bon, donc, je suis un peu superstitieux aussi en matière de littérature et j'aime bien de me placer sous la protection d'un très grand. Je pense que tous mes livres, comme ça, ont une espèce de patron sous lequel je me suis placé pour l'écrire. Mais je ne le dis pas toujours, je ne le place pas toujours en exergue. Alors, on va suivre quelques épisodes de la vie de Léon Bourdoux telle que vous la racontez à travers cette confidence qu'il fait, cette longue confidence de plusieurs journées. Le roman est partagé en journées d'interview ou d'enregistrement de la confession ou de la biographie de Léon Bourdoux. Alors, dans les remerciements et dans les références bibliographiques que vous indiquez à la fin du livre, vous évoquez certains livres et certains films comme La bataille d'Alger, comme Le Congo de David Van Reybrouck et comme l'assassinat de Lumumba et les conclusions de l'enquête parlementaire qui a été conduite en Belgique sur les circonstances de cet assassinat. Les épisodes, ces trois épisodes-là, la colonisation, l'assassinat de Lumumba et la bataille d'Alger, sont racontés à travers les yeux et la manière cynique de raconter de votre personnage, sont racontés d'une manière qui glace le sang, mais qui en même temps rend bien compte de ce qu'ont été ces événements-là et d'autres, notamment à Cuba et d'autres encore, qui ont jalonné cette période-là. Alors, première question, de quelle manière est-ce que vous avez décidé que tels étaient les événements que vous deviez coller, je dirais presque à la peau de ce Léon Bourdoux devenu légionnaire à la Légion étrangère pour échapper à une condamnation? Oui, de nouveau au départ, ce sont des événements qui m'étaient relativement familiers. En fait, je me souviens dans ma mémoire très lointaine,
du mot Indochine, par exemple, que j'entendais à la radio, notamment quand j'étais un tout petit gosse. Ça ne voulait évidemment rien dire, c'était extrêmement mystérieux pour moi, mais le mot s'est inscrit dans ma mémoire. Puis évidemment, les années ont passé, est venue la bataille d'Alger, là, c'était déjà peut-être davantage évoqué dans les actualités, comme on disait à l'époque, hein, donc au cinéma, où j'allais à peu près chaque semaine, je voyais des images de la guerre d'Algérie. Puis évidemment, pour l'indépendance du Congo, là, j'étais un grand adolescent. Voilà, ce sont donc des épisodes qui font partie de ma vie, qui m'ont toujours intéressé. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'actualité. Et ces événements qui étaient de l'actualité pour ma génération, c'est devenu de l'histoire, bien entendu. Et j'ai continué à m'y intéresser d'un point de vue historique en lisant des auteurs. Donc, au départ du roman, j'avais déjà, comme dirais-je, une relative connaissance de tous ces événements. Et ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à connecter tous ces épisodes dans lesquels il me semblait retrouver toute une série d'éléments qui se rattachaient à la guerre froide, à l'opposition groupe communiste, groupe catholique, groupe Capitaliste. capitaliste, merci. Désolé pour le lapsus. Euh, et j'y percevais aussi le rôle de l'extrême droite. Enfin, tout ça était relativement peu clair dans ma tête, mais je sentais quelque chose. Et j'ai fait alors une autre lecture, on parlait de celle de Thackeray il y a quelques minutes, j'ai fait une autre lecture qui est celle du livre de Marie-Monique Robin, Escadron de la mort, l'école française, c'est surtout le sous-titre qui me paraît important, l'école française, où c'est donc une enquête journalistique où Marie-Monique Robin met en relation les épisodes de l'Indochine, de la guerre d'Algérie, qui sont des épisodes à première vue qui ne concernent que les Français, et bien sûr les Algériens et les Indochinois. Mais ce qu'elle dégage, c'est que ces guerres d'une nouvelle forme, asymétrique comme on dit aujourd'hui, ont été l'objet de réflexions de la part des militaires français qui ont mis au point toute une série de tactiques pour ces guerres nouvelles. Ces tactiques ont été exportées d'abord en Afrique centrale, Congo, Angola, etc., dans les guerres de la décolonisation, qui étaient évidemment apparentées à la guerre d'Algérie, d'où ces officiers sortaient. Ils ont là-bas perfectionné, si j'ose dire, leurs techniques, leurs tactiques, et nouvelle exportation du phénomène, explique Marie-Monique Robin, c'est en Amérique du Sud, pour les dictatures des années 60, 70, 80, Chili, Uruguay, Brésil, etc., où les dictatures étaient confrontées au même problème, c'est-à-dire un ennemi qui appartient en fait à la société civile, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont perdus dans l'anonymat de la foule, dans l'anonymat de la société, et qui donne un type de guerre qui se rattache davantage à des opérations policières d'ailleurs qu'à la conception de la guerre que nous avons depuis des siècles. Et ce livre de Marie-Monique Robin m'a donné le fil rouge, si je puis dire, qui m'a permis de tracer l'itinéraire à la fois géographique mais également idéologique en quelque sorte de mon personnage. Alors, peut-être qu'on peut revenir à la manière dont aujourd'hui, une fois le livre écrit et achevé, vous, romancier, comment vous voyez votre personnage. Selon vous, quel est-il? Est-il une victime de son destin qui, rappelons-le, a commencé avec la vision d'un couple de parents opportunistes et collaborateurs pendant l'occupation et s'est terminé d'une certaine manière dans une très grande violence qui semble avoir jalonné toute sa vie, mais il a aussi été, j'ai le sentiment qu'il a aussi été manipulé par tous les interlocuteurs auxquels il était confronté au cours de ces différents épisodes de sa vie, qui sont plus des fuites que vraiment des choix qu'il aurait eu l'occasion de faire. Alors, quelle est votre perception à vous de cet anti-Tintin que vous avez inventé? Oui,
Mais il est évidemment déterminé d'abord, effectivement, vous l'avez dit, par sa famille, la vision de ses parents pendant la guerre. Hein, c'est déjà un grand gamin, donc il perçoit des choses. Euh, mais c'est, comment dirais-je, je pense que c'est quelqu'un pour moi qui n'est pas très intelligent. C'est pas du tout un intellectuel. D'abord, il a fait peu d'études qui ont juste réussi à lui donner une teinture très approximative de connaissances. Il a un peu tripoté du latin, un peu du grec, mais bon, tout ça n'a pas donné grand-chose. Euh, et il passe de cette détermination familiale à une détermination beaucoup plus lourde et beaucoup plus dure, qui est l'école de la Légion étrangère, évidemment. Bon. Euh, à laquelle il a de la peine également à se soumettre, il n'est pas fait pour l'armée, mais il y rencontre là-bas quelqu'un de tout à fait essentiel dans sa formation, un autre maître en quelque sorte, qui est son ami qu'il va connaître, qu'il va suivre pendant des décennies. Comme dans les romans picaresques, on est toujours deux personnages qui se Exactement, relancent l'un l'autre. Hein, ouais. voilà, exactement, dont il subit également l'influence, mais sans trop bien comprendre exactement ni ce qui lui arrive, ni ce qui arrive d'une façon générale dans le monde. Par exemple, il dit à un moment donné, les communistes qu'on me fait combattre, tout compte fait, je ne les connais pas. Moi, dit-il, je n'ai jamais rencontré de communistes avant ceux qu'il a contribué à faire disparaître. Donc, il est ignorant des données politiques qui se produisent. En fait, il aurait très bien pu se retrouver dans l'autre camp si son destin, comme vous dites, ou en tout cas les aléas de la vie qu'il rencontre, avaient été autres. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si dans les premières pages, vous vous en souvenez peut-être, j'évoque la figure de Pierre Goldman, qu'aurait connu Léon, c'est une invention pure forcément, et Pierre Goldman, c'est ce Français juif d'origine polonaise qui a écrit un ou deux livres dans les années, à la fin des années 70, et qui a connu lui aussi une vie d'aventure sans vraiment l'avoir choisi. Enfin, c'est un personnage extrêmement complexe, fort différent à beaucoup d'égards de mon Léon Bourdoux. C'était lui un véritable intellectuel et un écrivain tout à fait remarquable. Et il s'est retrouvé dans le camp opposé à celui de mon personnage. Et en évoquant leur rencontre, une espèce de compagnonnage, parce qu'ils font le même travail ou à peu près, même s'ils sont dans des camps opposés, j'essaye un peu de glisser au lecteur. Vous savez, Goldman ou Léon, tout compte fait, peut-être que chacun des deux aurait pu connaître le destin de l'autre. On a évoqué les motivations, notamment les motivations prétendument idéologiques de la violence de Léon Bourdoux, qui à plusieurs reprises dit l'ennemi c'est le communisme et donc la mission qui m'est confiée, on ne sait par qui, est de combattre le communisme sous toutes ses formes. Le roman, me semble-t-il, toute la période que couvre le roman s'arrête avant la chute du mur et avant la chute de l'Union soviétique. Est-ce que cela veut dire qu'on pourrait considérer ce roman comme la narration du destin d'un homme, mais qui est aussi la narration du destin d'un monde? Oui, oui, d'un monde, oui, tout à fait. J'ai arrêté ma narration, mon roman s'arrête, en tout cas les aventures de Léon s'arrêtent en 1985. Ce n'est évidemment pas un pur hasard. Il s'est passé beaucoup de choses en 1985 et des choses que j'évoque, mais c'est aussi la naissance d'un monde nouveau. D'ailleurs, c'est le titre que je donne à la dernière partie du roman. Oui, C'est-à-dire les quatre titres de votre livre sont L'Ancien Monde, Les Grandes Découvertes, Le Nouveau Monde et Un Monde Nouveau. un monde nouveau, c'est ça. Ce monde nouveau, il apparaît justement dans ces années 83-85 que j'évoque. Et en fait, ce monde nouveau, c'est le nôtre. C'est celui dans lequel nous sommes toujours actuellement, où les dictatures sud-américaines ont disparu, où
on est sorti de la suite des guerres coloniales, etc., même si les choses ne sont toujours pas très claires. Et ça me paraissait intéressant de montrer qu'il y a eu à ce moment-là une autre rupture que celle que j'évoque précédemment, qui ne sont pas l'objet de mon roman, mais qui se produisent dans toutes ces années-là, 85, et évidemment la chute de l'URSS, qui n'est pas loin non plus, et qui va de nouveau bouleverser et faire repartir le monde dans une nouvelle aventure dans laquelle nous sommes toujours embarqués maintenant. J'aurais pu continuer, évidemment, mais bon, le volume était déjà suffisant comme ça. Ça aurait demandé d'autres ruptures. Enfin, je pense que littérairement, ce n'était pas du tout praticable. En plus, je Mais trouvais vraiment qu'il y avait une logique à cerner cette partie-là de l'histoire du monde qui a une sorte de logique et dont la chute dans le roman et la révélation que l'on a de l'identité du personnage est en quelque sorte très, très symbolique de toute la violence qui a sous-tendu l'ensemble des péripéties que vous racontez. je le pense aussi, c'est ce que je me suis dit. Que le moment de la fin, si je puis dire, que je réserve aux aventures de mon personnage, c'est aussi la fin d'une aventure spécifique à une époque donnée, en l'occurrence le XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle. Je suis très, très marqué par les lectures de cet historien anglais Hobsbawm, qui dans ses ouvrages, hein, c'est un spécialiste du XXe siècle, parle d'un siècle court, qu'il ferait démarrer en 1917, 14-17, avec l'apparition de l'URSS bien entendu, et qu'il interrompt avec la chute de l'URSS. Et c'est vrai qu'on a là, je crois, un moment spécifique de l'histoire du monde, puisque c'est déjà une politique mondialisée, évidemment, qui se met en place à ce moment-là. Et ça, c'est une idée qui m'intéressait beaucoup et ça me plaisait de la traiter par le versant romanesque de l'affaire, avec un personnage qui s'inscrive exactement dans cette période. Oui, c'est toute l'époque du monde bipolaire tel qu'il est issu de la révolution d'octobre qui a créé l'Union soviétique et qui s'est terminée en quelque sorte avec la chute du mur. Le XXe siècle court, pour reprendre l'expression d'Hobsbawm, peut se lire comme un gigantesque conflit entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, cette fois-ci je l'ai bien dit, comment dirais-je, comme un conflit unique, une histoire unique. Alors, je vous avais interrogé sur la manière dont le romancier voyait ce qu'était devenu son personnage après l'écriture du roman. Comment est-ce que vous voyez maintenant l'histoire de ce monde bipolaire tel que vous l'apercevez peut-être différemment maintenant à travers les yeux de ce personnage? Est-ce que ce personnage, malgré son cynisme, sa lâcheté, sa violence, son opportunisme, tout ce qu'on peut dire, ne nous donne pas aussi cette lecture cynique de l'histoire dont peut-être nous avons besoin comme filtre pour essayer de dénouer les fils de tout ce qui l'a construite? Oui. Ce qui m'intéressait aussi, c'était, comment dirais-je, peut-être de créer un léger malaise ou en tout cas une certaine interrogation chez mon lecteur. Parce que dans une certaine mesure, ce personnage et les gens avec qui il travaille peuvent apparaître comme étant dans notre camp. Actuellement, le communisme et toutes les catastrophes qu'il a pu entraîner, les souffrances, etc., sont vus comme le mal, avec un M majuscule. Ce qui me paraît, à beaucoup de points de vue, parfaitement exact. Ce que on voit peut-être, j'espère, dans mon roman, c'est que notre monde, notre camp, celui auquel nous avons été assimilés d'office, si je puis dire, a utilisé également des gens très peu recommandables et des moyens qui étaient aussi peu recommandables. Et alors, si la lecture de ce livre pouvait s'accompagner d'une certaine relativisation, si je puis dire, des événements
des thèses qui étaient défendues, je pense que, bon, décidément, je n'aurais pas perdu mon temps. Je crois que parmi les victimes de Léon Bourdoux, des gens que je connais assez bien, comme Marighella, par exemple, au Brésil, ceux qui liquide, pour utiliser son vocabulaire, ce Marighella était, je crois, pour autant que je le connaisse, un type très bien, et que j'ai connu par quelqu'un qui l'a fréquenté intimement, qui était Conrad de Trey. J'ai connu Conrad de Trey pendant ces dernières années. Nous avions, entre autres intérêts communs, celui de l'Amérique latine. Et Conrad de Trey, par exemple, a rencontré ce Marighella, a traduit un de ses livres du portugais, et vraiment avait une grande estime pour ce personnage qui était un combattant politique avec des convictions qu'il défendait, et qu'il défendait avec des arguments qui étaient tout à fait recevables, sans aucun doute. Donc voilà, je répète, si mon lecteur, tout en condamnant, comme je le fais d'ailleurs, le personnage peut être amené à ces nuances, je pense vraiment que ni lui ni moi ne n'aurons perdu notre temps. Alors, André-Joseph Dubois, ma dernière question sera plus générale. Disons, prendra un peu de recul par rapport à un roman spécifique, le vôtre, pour parler plus de la littérature romanesque, mais elle est directement reliée à votre roman d'une certaine manière. En quoi, selon vous, le roman, la littérature romanesque, nous aide-t-elle à comprendre ou à devenir un instrument d'investigation de l'histoire, d'une part, et puis du monde contemporain, de l'actualité? Oui, c'est une énorme question, évidemment, je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Bon, d'abord, il faut que je parle très vite en deux phrases de ma conception de la littérature d'une façon générale. Pour moi, il existe des disciplines que j'appellerais surplombantes. Je pense à la science, je pense à la philosophie, je pense à l'histoire également, c'est-à-dire des disciplines qui disposent de méthodes soigneusement établies, qui permettent d'obtenir des vérités avec des grands V, toujours provisoires, mais quand même, et que j'appelle surplombantes. Bon, je prends toujours l'exemple d'un coucher de soleil. La science nous explique que quand on assiste à un coucher de soleil, c'est la Terre qui tourne et ce n'est pas le soleil qui bouge. Nous sommes victimes d'une illusion d'optique, en fait. Bon. La littérature, elle, pour moi, est à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'elle prend en compte nos illusions d'optique, nos erreurs de jugement, nos ignorances, etc., etc. En littérature, c'est bien le soleil qui se couche dans la mer, et ce n'est pas du tout la Terre qui tourne, bien entendu, parce que moi, petit homme, c'est ce que je perçois. Mais moi, en tant qu'homme, je perçois aussi le spectacle magnifique qui est un coucher de soleil, peut-être aussi l'angoisse qui peut accompagner le moment du coucher de soleil, et c'est tout cela qui est l'objet pour moi de la littérature, à hauteur d'homme encore une fois. Et par conséquent, l'histoire, quelles que soient les merveilleuses leçons que nous donnent les historiens, l'histoire peut être envisagée aussi de la part d'un tout petit bonhomme qui ici s'appelle Léon Bourdoux, qui se trompe, qui n'a rien compris ou qui n'a pas compris grand-chose, qui est un minable, qui est un sale type. Mais bon, c'est sa vision du monde, c'est sa vision de la vie. Et je pense que c'est là qu'est le travail spécifique de la littérature. Très bien, André-Joseph Dubois, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi surtout pour ce roman, Le Septième Cercle. Alors, le Septième Cercle dans les cercles de l'enfer de Dante était celui où se trouvent les lâches et les traîtres. Et donc,
C'est aussi une manière d'identifier le personnage de Léon Bourdoux, qui est le personnage central de votre roman. C'est un roman très important. C'est un roman que je recommande à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous voient en vidéo. C'est un roman que je leur recommande de lire, toutes affaires cessantes, et de lire très, très attentivement et de s'imprégner non seulement de tout ce qu'il nous apprend, mais aussi de tout ce qu'il nous fait ressentir à travers la complexité des personnages qui s'y trouvent confrontés à l'histoire avec un grand H et qui essayent d'y faire coïncider la petite histoire qu'ils vivent. Merci André-Joseph Dubois. Je rappelle que votre roman vient de paraître aux éditions Weyrich dans la collection Plume du Coq. Merci beaucoup André-Joseph Dubois. Merci à vous.